Alors, que faut-il retenir des annonces d'Apple hier soir et qu'en a-t-on pensé avec mes experts? Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com et Jafar El Alami, dirigeant de Psyche. Vous êtes un spécialiste des données de mobilité. Tout à fait. Donc, nouvel acteur sur ce secteur. Vous avez déjà commenté avec nous la keynote Google. Absolument. La dernière fois. Donc, on s'attaque à Apple. Vous me direz ce que vous avez pensé de l'une par rapport à l'autre. Et restez avec nous en plateau également, Richard Boutet, responsable des affaires publiques au sein de Bridge. Vous êtes dans la FinTech, mais j'imagine que tout ce qui se passe autour des GAFAM vous intéresse parce qu'eux aussi s'intéressent au sujet de la finance. En tout cas, ce n'était pas tellement le sujet de la keynote hier soir. On n'a pas parlé banque ni finance. On a parlé de toutes les nouveautés autour du logiciel, puisque c'était lors de la WWDC, conférence qui est dédiée aux développeurs. Alors, Tim Cook a directement donné le ton. Il a tout de suite dit qu'il allait faire une annonce importante, la plus importante, je crois, de toutes les annonces jamais faites à une WWDC. Alors, est-ce le cas? Mais en tout cas, c'est vrai que tout ce qui a été annoncé avant, du coup, a été fait un peu au pas de charge. Oui. Tout le monde était pressé. On a même vu Craig faire ses annonces en courant pour arriver enfin au One More Thing, donc au clou du spectacle, la présentation de ce casque de réalité augmentée. Et là, Tim Cook nous dit, c'est pas juste un casque, moi je suis en train de créer l'informatique spatiale. Après l'informatique personnelle, l'informatique mobile, on est à l'informatique spatiale. Question déjà pour tous les deux, est-ce que vous avez été bluffés par ce One More Thing? Alors, bon, déjà, moi, j'aime beaucoup ce terme d'informatique spatiale. Quand je l'ai vu, je suis d'accord. On parle de cet espace-là, pas de l'espace, évidemment. Voilà. D'Elon Musk. Oui. Alors, est-ce que j'ai été bluffé? Oui, forcément, parce qu'en fait, Apple fait des conférences qui forcent à être un peu bluffé. On rappelle que tout ça est enregistré, monté pendant des mois, fait tout est écrit au cordeau pour que ce soit une démonstration parfaite. Et effectivement, forcément, quand on voit ça, on ne peut être que bluffé. Après, quand on regarde un petit peu plus en avant dans les annonces, il y a quand même quelques questions qui se posent, quelques façons de présenter les choses aussi qui sont peut-être parfois un peu too much. Mais effectivement, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ils font une démonstration de leur puissance de feu technologique avec ce casque. Et montre que en fait c'est un peu les patrons de l'innovation, parce que bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais bon, c'est pas les premiers à avoir fait un casque de réalité virtuelle, de réalité mixte plutôt, qu'on pourrait l'appeler ARVR, mais en l'occurrence il s'agit a priori du casque le plus évolué du marché et de loin, quoi. Même question, donc Jafar, est-ce que vous avez été stupéfait en découvrant finalement ce nouveau casque effectivement de réalité mixte, puisqu'on peut faire de la réalité augmentée, mais on peut aussi basculer totalement dans un environnement virtuel? Complètement. Alors pour moi, c'était du pur Apple, c'est-à-dire qu'au-delà en fait de la révolution technique qu'on peut voir, c'est surtout une révolution en fait culturelle, de manière à changer complètement les usages et d'accompagner justement en expliquant qu'on invente cette fois-ci l'informatique spatiale, effectivement, qu'on invente une nouvelle manière de percevoir les choses. On avait déjà abandonné le clavier finalement avec l'iPhone, et bien maintenant on abandonne l'écran. Et en fait, c'est quoi l'écran aujourd'hui? Ça va être justement l'environnement dans lequel on va être avec une surimpression. On va pouvoir aussi agrandir justement cet écran avec simplement zéro périphérique en fait, puisque finalement on a la voix, on a les doigts et on a effectivement les yeux avec une technologie d'eye tracking. Et en réalité, on va venir accompagner, encore une fois, vendre du rêve. 3 interfaces naturelles, sans accessoires, pour piloter ce casque. Exactement. Finalement, on entendrait en fait Steve Jobs qui justement parle de challenging the status quo, think different. On est encore sur comment repenser les choses et accompagner et faire rêver quelque part. Donc on ne parle pas en fait à des technocrates comme l'aurait fait peut-être effectivement Meta ou d'autres, où ils ont des early adopters qui sont très technocrates in fine et puis passionnés par la technologie. Et là, on va plutôt essayer de s'adapter et de parler au grand public. Alors avec un prix qui s'adresse absolument pas au grand public, effectivement, on en reparlera. Oui, bon, maintenant, on va en parler tout de suite, comme ça on sait de quoi on parle. Là, on parle de 3 500 $ au début de l'année pour les États-Unis. Oui. Donc, on n'est pas du tout dans un usage grand public, même si les images qui nous ont été montrées de ce Vision Pro, c'est son nom, sont des images de personnes dans leur canapé, avec leurs enfants qui traînent à la maison pendant qu'ils sont en télétravail, quoi. Oui, c'est clairement un paradoxe, même, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'ils ont voulu montrer l'usage grand public, mais le casque n'est pas du tout grand public, c'est en fait un kit de développement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est présenté à la WWDC, qui est une conférence pour les développeurs. C'est une machine que vont acheter les développeurs d'applications qui sont nombreux chez Apple, et avec laquelle ils vont pouvoir travailler pour éventuellement trouver une
killer app, l'application qui va faire que le grand public au final va l'acheter. Puisqu'en fait tout ce qu'on a vu... Alors est-ce qu'il y a parmi les petites démonstrations, les mini-films, plutôt que de démonstrations, on devrait parler de mini-films publicitaires qui ont été montrés hier soir sur les types d'usages qu'on pourrait avoir de ce casque, est-ce qu'il y en a qui vous semblent intéressants, nouveaux ? Alors nouveau, pas vraiment, puisque la plupart des usages ont déjà été défrichés par d'autres. Donc regarder un film, par exemple, comme dans une salle de cinéma. Ça existe déjà sur des casques qui coûtent beaucoup moins cher déjà à l'heure actuelle et qui sont vendus, type MetaQuest par exemple, mais aussi les usages en réalité mixte. Meta justement. En fait, en gros, a présenté la même chose il y a quelques mois. Ça s'appelle le Quest Pro. Ça coûtait déjà très cher, puisque c'était à peu près 2000 € si je ne m'abuse. Mais il est en vente. On peut l'acheter aujourd'hui et propose ce genre d'usage, c'est-à-dire pouvoir mélanger réalité et VR. Oui, mais dans quel cadre ça peut être intéressant de l'utiliser ? Parce que là, on a l'image, alors je disais, quelqu'un qui télétravaille chez lui, qui peut envoyer un ballon de foot à son enfant tout en gérant des dossiers, je ne sais pas comment. Voilà. Mais on voit aussi une situation où finalement, on est au bureau. Et là, c'est peut-être plus intéressant. On est vraiment au bureau et au lieu d'avoir un seul écran d'ordinateur devant soi, on peut afficher vraiment plusieurs écrans de travail. On peut basculer en visio. On peut faire des présentations aussi à distance avec beaucoup plus d'éléments graphiques, de documents à partager en temps réel. Alors moi, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'effectivement, au niveau collaboratif, au niveau en tout cas professionnel, déjà on rappelle que c'est Vision Pro, donc en fait un peu comme MacBook Pro, donc ça a été réellement pensé pour les professionnels. On va repenser en fait la collaboration, on va un peu plus supprimer les frontières avec justement une reproduction finalement au pixel près du visage en réalité, avec un avatar très poussé, avec aussi l'Optic ID qui va être in fine une authentification de l'iris qui va pouvoir authentifier. Et derrière en fait c'est une synchronisation de l'intégralité des outils Apple, classique Apple encore une fois. Donc on synchronise l'iPhone, on synchronise effectivement avec son Mac ou encore son Vision Pro et on va pouvoir assez facilement naviguer, prendre une photo par exemple d'un téléphone, la mettre directement en partage d'écran où le FaceTime finalement aussi a été développé pour être un peu plus collaboratif. Et effectivement, on va pouvoir finalement avoir une conférence à la limite autour finalement de notre environnement classique. Donc on n'est pas coupé complètement de notre environnement, mais avec justement toute cette réalité mixte où on va être un peu entre finalement des frontières supprimées, mais en même temps on est quand même dans notre salon, on est quand même dans notre bureau avec nos enfants et on n'est pas complètement coupé. Là où je trouve que Meta l'a moins bien marketé, ils sont beaucoup plus justement dans le 3D, dans l'immersion totale et in fine on a même les oreilles bouchées alors que là, même le design en fait reste assez sobre. On arrive quand même à voir la transparence, on arrive à... Alors il y a un système où le casque s'opacifie quand on est totalement plongé dans la réalité virtuelle. Et puis si on est disponible, ou si même une personne s'approche... Oui, c'est ça, il y a un capteur de présence en fait, eh bien l'écran s'éclaircit, ça devient plutôt un vert fumé et on peut rentrer en interaction avec le monde réel. On reproduit le regard de la personne qui porte le casque, qui effectivement est une manière, parce qu'en fait c'est un des vrais problèmes de ce genre de produit, c'est-à-dire qu'en fait une fois que vous le mettez, vous êtes complètement isolé et ce sera le cas quand même avec le produit d'Apple, même s'ils ont trouvé une espèce d'astuce pour effectivement qu'on voit le regard du porteur. Mais le problème... c'est de reproduction. C'est ok. Regard, mais effectivement, donc c'est l'avatar en fait qui se substitue à nous. Mais c'est effectivement, alors ça permet d'avoir un eye contact avec la personne qui arrive dans une pièce alors qu'on est avec un truc sur la tête. Mais effectivement, ça c'est une bonne chose, même si au final c'est quand même un peu bizarre. Ça ne franchit pas la vallée de l'étrange. Et quand vous verrez, je pense, quelqu'un avec un casque comme ça, même si on travaille, etc., on verra qu'il y a quand même quelque chose de bizarre qui se passe. Et c'est pour moi le gros problème d'ailleurs de toutes ces technologies, c'est que finalement, et c'est d'ailleurs pour ça que la VR, à mon sens, a du mal à décoller depuis le milieu des années 2010, où ça a vraiment recommencé. Il y a eu tout un travail, notamment d'Oculus à l'époque, pour essayer de remettre les casques VR en avant. C'est-à-dire que ça isole beaucoup. Donc là, Apple essaie de faire des efforts pour contrecarrer ça. Moi, sur les usages, en tout cas, c'est les usages du Pro, effectivement, c'est une version Pro.
on peut se demander si effectivement Apple a vraiment visé les pros, puisque en fait finalement ils ont montré effectivement une façon d'interagir avec le casque pour ses applications et de vite fait de travail, mais sans aller non plus trop dans les détails. Et puis il y a par exemple, faut voir comment ça va fonctionner avec un clavier. Meta par exemple a fait beaucoup d'efforts pour que les claviers apparaissent en VR. Là on l'a vu rapidement, mais on n'a pas vu effectivement si ce serait vraiment efficace, puisqu'on a vu que des démos toutes faites. Donc moi je sais pas. Alors effectivement ce sera une machine pour les pros, mais pour moi au-delà même d'une machine pour les pros, c'est vraiment une machine pour les développeurs. C'est vraiment une machine qui a été conçue. Donc il y a son propre système d'exploitation, Vision OS. Vision OS, oui. Qui est clairement une ressucée d'iOS ou de macOS pour qu'elle soit adaptée à la réalité augmentée. Mais là encore, on n'a pas eu beaucoup de détails, ni même sur le store, qui est le gros point fort d'Apple. Ouais. Bon, on a su qu'effectivement, il y aurait un store. On ne sait pas si effectivement toutes les applications qui sont aujourd'hui disponibles sur iPad ou sur iPhone seront facilement, sans doute que ce sera le cas, mais on va dire transposables sur ce casque. Voilà. Bon, après, ils ont toujours dit, c'est juste le début, on est au tout début de l'aventure. Hein. Eux, ce qu'ils avaient envie de montrer aussi, c'était la prouesse technologique, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de défis quand même à relever quand on propose un casque d'AR comme celui-là. Alors, il nous dit, c'est plus qu'un écran 4K derrière chaque œil quand même, ce qu'on va avoir. Hein. Ah oui, en tout, ça fait 23 millions de pixels pour les deux yeux, sachant qu'une télé 4K, c'est à peu près 8 millions de pixels. Ouais. Et ça sur un écran minuscule. Ça, pour le coup, c'est une vraie prouesse technologique. Ouais. C'est un écran qui, si je ne m'abuse, a été conçu par Sony, mais c'est un écran très spécifique et c'est carrément du jamais vu dans l'informatique grand public, entre guillemets. On n'a jamais vu un écran de ce genre, et ça, pour le coup, ça, j'aimerais bien l'essayer, parce qu'effectivement, je pense que par rapport à ce qu'a proposé Meta avec le MetaQuest Pro, là, on est sur une toute nouvelle technologie d'un point de vue luminosité et définition. Et donc, effectivement, si on revêt le casque, il y a de grandes chances qu'on ait vraiment une sensation de saisir la réalité, parce que je rappelle que c'est filmé et le casque retranscrit ce qu'on voit sur ces écrans. Donc il faut vraiment qu'il soit bien défini d'une part, bien rafraîchi et qui a un temps de latence très court. Qui ait un temps de latence très court et qui soit très lumineux. Sinon, on va pas avoir une expérience superbe. Donc là, pour le coup, ça fait tout partie. ça sur un casque qui ne doit pas être trop encombrant. Voilà. Parce qu'on voit des femmes qui le portent. Alors c'est quand même assez impressionnant sur les visages féminins, je trouve. Mais bon, il ne doit pas être trop encombrant, pas trop lourd. Donc ils ont déporté aussi la batterie qu'on peut caler dans sa poche. Bon, ça veut dire qu'il y a un petit fil qui se balade, mais ça c'est pas très gênant, je pense. Et puis le système de refroidissement aussi. Enfin, c'est un mini ordinateur quand même. Hein. Complètement. D'ailleurs, quand on analyse, c'est effectivement un mini ordinateur. C'est la puce M2 du Mac. Et derrière, on a effectivement une puce R1 qui va venir abstraire justement l'intégralité des capteurs. Et effectivement, c'est une prouesse technologique puisque, à mon sens, c'est l'état de l'art en fait de l'informatique personnelle le plus avancé aujourd'hui sur le marché. Ouais. Et on a effectivement du hardware qui est encore un peu imposant, mais justement, c'est ça, à mon avis, les échelons. Et en termes de sécurité, qu'est-ce que vous en avez pensé, cette authentification par l'iris? Est-ce que ça peut aujourd'hui constituer un frein? Parce que là, on rentre vraiment de plein pied dans la biométrie totale. Ouais, alors moi, ça me surprend déjà. Bon, Apple, là, depuis quelques années, a pris une position très vie privée d'abord. Nous sommes les champs de la vie privée, etc. Il y avait un petit cadenas sans arrêt qui se refermait quand il parlait, d'ailleurs, pour attester que c'était hyper sécurisé. Oui, effectivement, ça reste pour le coup un casque qui dispose de 12 caméras avec lequel on peut, qui fonctionne à peu près en permanence quand on le revêt. Et donc, c'est assez paradoxal, je trouve, de voir Apple, chantre de la vie privée, qui nous parle d'un casque avec 12 caméras qui filme partout et qui est effectivement capable en plus de prendre des photos, des vidéos de ses enfants, de qui on veut, ou dans l'avion, parce qu'ils ont aussi montré ça, qu'on peut visiter dans l'avion. C'est effectivement, mais alors d'un point de vue par contre, je pense que sur le coup... C'est-à-dire que même ils sont obligés de préciser que non, mais les sites que vous allez consulter à travers ce casque ne pourront pas savoir où vous regardez exactement sur le site. Parce qu'en fait, ces caméras vont tout capturer. Y compris effectivement tous les regards qu'on a, parce que vu qu'on
on le pilote finalement par son regard. Effectivement, le site en question pourrait voir si ce n'était pas bien fait, là où on va, là où on regarde ou là où on va cliquer. Live tracking, ouais. Bon, on enchaîne avec les autres actus quand même. On va parler, si on reprend le fil de cette keynote, on a commencé par du matériel. Donc du matériel avec cette idée que c'est peut-être le meilleur moment aujourd'hui pour basculer sur un Macintosh, si jamais par hasard vous ne l'aviez pas déjà fait. Avec donc l'annonce du MacBook Air 15 pouces, du Mac Studio, du Mac Pro et cette magie de l'intégration du hardware et du software qui fait que ce sont des machines extraordinaires. Sur, je ne sais pas lequel vous a fait le plus réagir. Alors moi, de manière générale, surtout enfin, au niveau de Ça y est, l'iOS. vous avez basculé sur Mac là. C'est ça, exactement. Là, je passe full Mac. En fait, au niveau de l'iOS, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on va pouvoir avoir déjà des prouesses au niveau effectivement hardware, au niveau de l'ordinateur, que ce soit le Mac. iOS ou macOS, vous voulez dire? Non, vraiment au niveau du MacBook, effectivement, on va avoir un nouveau design qui va être extrêmement léger, extrêmement fin, in fine, et beaucoup plus facile. Et effectivement, pour revenir à mon premier point qui est celui de l'OS, là, on a vraiment des avancées qui sont assez substantielles. On va repenser, par exemple, effectivement, des formats de messages, par exemple, qui étaient audio précédemment et qui maintenant... Alors ça, on va peut-être juste se le réserver pour après sur la partie iOS 17. Donc un MacBook Air 15 pouces, c'était attendu? Oui, tout le monde Voilà. savait qu'il allait sortir, c'est classique. En fait, c'est le MacBook Air 13 pouces, ils ont simplement agrandi l'écran. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est juste qu'ils ont baissé le prix du MacBook Air 13 pouces, qui était hors de prix. Oui. Donc du coup, il est un peu moins cher, il perd 200 €. Donc maintenant, ça, c'est la bonne affaire. Le Mac Studio hyper compact. Alors, le Mac Studio, effectivement, surtout, qui existait déjà, mais qui est mis à jour avec une nouvelle puce M2 Ultra. Et surtout, en fait, pour moi, le plus intéressant, c'est l'arrivée du Mac Pro. Le Mac Pro, qui était le dernier Mac à ne pas être passé en puce Apple Silicon, qui restait Intel. Oui. Apple a fait une transition qui a été épatante des puces Intel vers ses propres puces, donc basées sur ARM, en quelques années, vraiment en un tour de main. Et il restait cette machine qui est une machine de niche, on va pas se mentir. C'est pas la machine de Monsieur Tout le Monde, parce que c'est à partir, je crois, de 8 000 €. C'est une machine de professionnels qui font du travail 3D très important, du gros montage vidéo. Mais effectivement, il restait ce Mac Pro à faire passer côté ARM, et c'est fait. Et donc l'avantage de ce Mac Et qui Pro, profite donc la puce la plus puissante à ce jour. oui, c'est du M2 Ultra, donc c'est une très très grosse puce qui sont en fait deux M2 Max combinés, donc ça envoie pas mal. Ouais. Et surtout, c'est une machine qui Et il n'y a est pas mieux sur le marché upgradable. aujourd'hui? Hein? Il n'y a pas mieux sur le marché? Alors, si on compare à des puces, alors c'est compliqué de comparer, parce qu'il faudrait comparer à des GPU. Le principe de la puce Apple, c'est qu'elle combine à la fois CPU et GPU, comme en fait un smartphone aujourd'hui, dans une même puce. C'est pas du tout la même chose sur le monde PC, où en fait les cartes graphiques sont déportées souvent, et donc on peut les mettre en série comme ça et avoir plus de puissance. L'avantage surtout de ces puces Apple, c'est leur performance énergétique, parce qu'elles sont beaucoup moins énergivores, on va dire, à puissance égale que ce qu'on peut trouver en général dans le monde PC. Après, faudrait voir le Mac Pro étant une machine très particulière. On n'a pas pour l'instant de bench sur les nouvelles machines, mais je pense qu'effectivement, ça doit quand même sérieusement envoyer. Après, c'est limité en mémoire, donc pour des tâches extrêmement intensives. Là, on parle quand même de machines qui peuvent avoir jusqu'à 192 Go de RAM, donc ça commence à compter. Mais sur certains usages, parfois, on a besoin d'encore plus de RAM. Donc, ce n'est pas forcément la machine la plus puissante du monde, mais c'est un excellent compromis entre puissance et efficacité énergétique, en fait, en général. Bah voilà, c'est comme ça qu'ils auraient dû le présenter, Eric. Alors, on passe à iOS 17. Donc, effectivement, on va dire que les annonces les plus marrantes tournent autour de la manière dont on va pouvoir communiquer un peu différemment avec notre iPhone. Donc ça, en revanche, on pourra vraiment jouer avec qu'à partir de l'automne, quand sera révélée, évidemment, une nouvelle gamme d'iPhone. Donc, la partie retranscription, c'est ça qui vous a plu? Moi aussi, j'ai bien aimé. C'est-à-dire, quand on reçoit un message vocal, on a une retranscription tout de suite. C'est ça, exactement. Alors, pour le coup, on n'a pas besoin de l'écouter. On a directement, effectivement, le speech to text. Et au-delà de ça, bien sûr, à l'américaine, on a aussi la nouvelle app Journal, où, effectivement, on va pouvoir se confier à son téléphone. Alors, une nouvelle fois, ils ont mis en avant un certain nombre d'éléments sur la sécurité, comme quoi toutes les informations qu'on confie à notre téléphone. Je dis en français, donc journal. Donc, journal, effectivement. Où c'est assez travailler intéressant autour de parce ses que, mémoires, voilà. en rassemblant
uploadant des photos, des vidéos, en écrivant des petits textes. Exactement, ils ont mis ça. Alors en avant, on a une partie un peu plus santé où effectivement on va pouvoir communiquer ses émotions, notamment à son Apple Watch, où on va pouvoir s'adapter à différentes activités. Donc encore une fois, on essaye de se rapprocher autant que faire se peut dans finalement l'expérience classique d'une personne finalement dans ses activités du quotidien. Alors moi j'ai noté un truc pour vous, Jafar. Sur les appels, les messages, désormais sera indiqué systématiquement la localisation. Complètement. Ouais. Alors effectivement, au niveau de la mobilité, Oui, ça je pense peut être à votre super business, intéressant. moi. Exactement. Donc une belle source de données justement pour récupérer l'information. Et de manière générale. Et Alors, comment justement cette information sera protégée ou partagée ? ouais. Alors là, Parce que là encore, on a Apple qui nous dit attention, tout ça, c'est hyper confidentiel, tout est crypté, tout reste chez vous. Il n'y a pas de partage sans votre autorisation. Mais j'imagine que les apps tierces vont vouloir s'y connecter. ouais. Alors il y a un vrai sujet au niveau de la sécurité. Alors ils n'ont pas beaucoup parlé justement de ce sujet-là. Alors au-delà du fait qu'effectivement ils montrent un peu le cadenas, ils expliquent que tout est sécurisé. Pour autant, on demande à voir quand même de regarder dans le détail quels sont les textes, quelles sont concrètement aussi les durées de purge des données, les durées de conservation, quel est le consentement finalement, pour quelle finalité. Ça pour le coup, c'est pas extrêmement explicite à date en tout cas. Ouais, mais il courait après le temps, hein, en fait. Il fallait qu'il parle du C'est casque, ça, il n'avait pas de le temps de toute nous façon. expliquer tout dans le détail. Ça, c'était vraiment, je trouve, pas très agréable, hein, tout le début de la keynote à cause de ça, cette précipitation. J'ai trouvé que c'était déjà suffisamment long comme ça. C'est vrai, aussi. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Ensuite, il y avait un petit truc gadget, mais quand on reçoit un appel et quelqu'un nous laisse un message vocal, eh bien, on a une retranscription. Oui. Comme ça, on peut se dire, ah bah si, finalement, ce qu'il raconte, c'est important, je vais décrocher. C'est quelque chose qui existe déjà d'ailleurs du côté d'Android Ouais. depuis pas mal C'est de pas très temps. poli quand même comme démarche. Non, mais c'est très pratique pour utiliser cette fonction depuis longtemps sur un Android. C'est assez pratique quand vous recevez beaucoup de coups de fil, donc vous ne voulez pas forcément avoir. Ouais, c'est vrai. Voilà. Sur le partage de contenu, c'était intéressant aussi ce qui a été annoncé. Il va y avoir une simplification sur les échanges de contenu entre iPhone. Avec AirDrop, avec AirPlay aussi, on pourra partager des musiques qu'on est en train d'écouter ensemble, par exemple dans la voiture lors d'un voyage. Oui. Mais alors, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que ça va fonctionner qu'avec iTunes, par exemple, enfin, pardon, Apple Music. Alors, il y a de fortes chances qu'en tout cas, ça ne fonctionne pas avec Spotify. Parce que c'est sûr que ce n'est pas la grande amitié entre Spotify et Apple en ce moment. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, dans ces nouveautés en matière d'échange de données entre iPhone et d'échange peer-to-peer, en fait, des échanges peer-to-peer, et je trouve ça plutôt cool pour le coup, puisque ça permet en fait des échanges simples entre deux appareils sans autre forme de procès, ce qui avait un peu disparu. Hein, ça revient grâce à ça. Et d'ailleurs, c'est un peu un retour. Enfin, je sais pas si vous avez connu ça, mais du BIM de contact à l'époque des PDA, au début des années 2000, où on s'échangeait nos contacts par Bluetooth quand on découvrait le Bluetooth. Et bien, c'est un peu ça, hein, c'est un peu une version améliorée, name drop, en l'occurrence de cet échange de contacts entre iPhone. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans toutes ces fonctions-là, c'est que avec ça, Apple peaufine son écosystème message, contact, etc. On sait que bon, il y a une petite guerre entre Apple et Google en ce moment pour de messagerie, hein, puisque Google aimerait que Apple adopte le standard RCS et Apple, on le voit et on l'a encore vu là, martèle qu'ils vont améliorer iMessage et le rendre finalement de plus en plus, il l'améliore à chaque itération pour le rendre finalement quasiment indispensable. Ouais. Donc là, on voit avec les annonces d'hier, cette bataille qui était, je trouve, assez intéressante, non seulement avec NameDrop, avec les échanges donc de contacts, mais aussi l'ajout de stickers dans les messages, le fait qu'on puisse facilement encore plus personnaliser ces messages au détriment évidemment des gens qui ont un Android. Glisser, déposer depuis ses photos voilà, jusqu'à son SMS. Moi, ce qui m'a semblé aussi intéressant, c'était la fonctionnalité Standby, c'est-à-dire que l'iPhone devient indispensable, enfin, le smartphone est indispensable quand on s'en sert, mais alors maintenant c'est même quand on ne s'en sert pas. Oui. Donc je le pose parce que je n'en ai plus besoin, et bien il va avoir quand même une fonctionnalité désormais Standby, c'est-à-dire qu'il va m'afficher l'heure, la météo, peut-être même mon agenda quand il sera en charge. C'est-à-dire que c'est cette idée en fait que sans arrêt tout le temps finalement je dois garder un œil sur ce smartphone. Hein. Ouais, c'est effectivement ultra immersif pour le coup, parce qu'effectivement à chaque moment il a une utilité, donc effectivement ils
ils ont montré un passage de différentes photos, de l'heure. On peut repenser complètement la partie stand-by. Et puis au-delà de ça, enfin, au niveau des fonds d'écran, ils ont montré quand même des nouveaux fonds d'écran tout à fait spectaculaires et qui font voyager un peu à la Apple. Mais effectivement, ça va rentrer effectivement dans l'usage du quotidien. On a vu la tvOS aussi qui va aussi avoir un peu plus d'éléments. Au niveau de l'audio également, on va aller beaucoup plus loin. Donc en fait, c'est sur tous les volets en fait du quotidien qu'Apple va venir s'installer. C'était, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, c'était quand même très différent, je trouve, des annonces Google. Hein. C'était pas, je trouve qu'ils n'ont pas essayé de faire des réponses à ce qui avait été annoncé par Google, mais c'est une façon de dire, de toute façon, nous, on va être partout, tout le temps, sur tous les écrans, effectivement, jusqu'à la télévision, même quand on est en voyage à l'hôtel. Juste pour le coup, stand-by, en fait, pour moi, le mode stand-by là, qu'on a vu hier, c'était juste en fait, une réponse aussi aux assistants enceintes connectées, etc., que vendent notamment Amazon et Google. Donc ça permet d'en rentrer, en fait, on va dire, dans le côté salon, qui est pour l'instant très peu exploité par Apple. Voilà, Tout à fait. Eh bien, voilà, on n'a pas eu le temps de tout raconter, mais on a quand même pas mal brossé le tableau des annonces fortes d'hier soir. Merci beaucoup, Eric de 01net.com, Eric Le Bourlou et Jafar El Alami de Saïki et Richard Boutet de Bridge qui nous a écoutés avec une grande attention. On part pour une petite pause et ensuite on va parler des cryptos avec un tour du monde de l'actu.